Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour parler des âmes mortes, livre de 500 pages paru en 1842, dont l'auteur est Nicolas Gogol et que vous trouvez normalement pour la modique somme de 9 euros. Nous continuons donc notre trilogie russe, une de plus, c'est probablement pas la première, avec un des auteurs fondamentaux de cette littérature, l'homme d'un trait d'union entre deux époques de cet art en Russie. Il est presque le grand homme du creux, si l'on voulait faire des phrases, même si ce ne serait pas parfaitement juste temporellement. Commençons comme d'habitude, vous le savez maintenant, par l'auteur et le contexte. Nicolas Gogol n'est donc pas qu'un nom rigolo. Sachez-le, sachez aussi que vous n'avez pas le droit de taper son nom sur Twitch en titre de stream. Voilà, donc vous êtes, il est condamné, le pauvre, à voir son nom transformé, amputé ou que sais-je. Donc l'homme avec un nom hilarant, et bien entendu il est aussi actuel de par sa double hérédité russe et ukrainienne. En effet, l'homme est né le 20 mars 1809 dans une famille descendante de Cosaques ukrainiens près de Poltava, et dans une famille où le père se pique parfois d'écrire de petites comédies en ukrainien. Cette langue ignoble qui n'existe même pas, pour citer Bulgakov, dont nous avions parlé dans La Garde Blanche. Étudiant médiocre, il monte à Saint-Pétersbourg en 1828, gonflé d'ambition mais occupant un modeste emploi dans un ministère du fait de son dernier rang dans la hiérarchie civile. Conséquence bien sûr des dites études médiocres. On ne revient pas sur la table des rangs, je crois que j'en avais parlé avec Oblomov, peu importe. Au moins, à tout malheur quelque chose est bon puisque cela lui fournira la matière nécessaire à ses nombreuses descriptions du fonctionnaire russe qui émaille beaucoup de ses récits. Il publie sa première œuvre en 1829, un poème romantique éreinté par la critique et qu'il ira lui-même retirer des librairies pour brûler les éditions existantes avant de fuir son pays vers l'Allemagne, mentant à sa mère pour justifier le voyage. L'homme et l'œuvre, toujours on en reparlera, mensonges et autodafés. De retour à Saint-Pétersbourg néanmoins, sans le sou, il se réengage dans l'administration, il est ensuite introduit dans les milieux littéraires et publie son premier livre, Les Soirées du Hameau, un recueil de nouvelles, qui sera sa spécialité on peut le dire, qui lui assure cette fois succès critique et célébrité. C'est l'occasion pour lui de former de nombreux projets grandioses sur l'histoire russe et l'histoire de l'Ukraine qui ne verront jamais le jour. Mais il se découvre ce faisant une vocation d'historien et devient professeur adjoint d'histoire à l'université de Pétersbourg en 1834, grâce en grande partie à ces grandioses projets qu'il expose. C'est dans ce cadre, nous en avions parlé la semaine dernière, que Tourguenieff assistera à la lecture du Révisor par celui qui est le professeur Gogol, un autre nom hilarant. Néanmoins, sa carrière s'arrête très vite pour se consacrer à nouveau à l'écriture. Carrière qui s'arrête autant par des intérêts personnels que des intérêts d'étudiants, d'autant plus que ces grands projets historiques n'ont peu ou prou jamais vu le début d'une ligne écrite. Il publie à nouveau des nouvelles, dont bien le célèbre recueil des nouvelles de Saint-Pétersbourg, ainsi que Taras Bulba et le Révisor de 1835 à 1836. Ce dernier, pièce de théâtre, lui assure un succès de scandale après sa représentation, permise par l'intercession de ses protecteurs auprès de Nicolas Ier. S'estimant incompris, qui ne l'est pas, homme déjà en crise morale depuis de nombreuses années, il fuit à nouveau la Russie et s'exile pendant plus de 10 ans, voyageant dans toute l'Europe. L'écrivain russe et l'Europe, toujours, plus que le contraire d'ailleurs. Il y reprend l'écriture des âmes mortes, sur une idée de Pouchkine, comme le Révisor d'ailleurs, les deux lui ont été soufflés par Pouchkine, et séjourne à Paris pendant quelques mois, puis s'installe à Rome, voyage à peu près partout, recouvre la foi et accouche lentement de son œuvre dans une période d'enthousiasme succédant à une longue dépression en 1841 avant de retourner en Russie, son manuscrit terminé dans ses bagages. C'est encore un succès de scandale, son livre est publié à 2500 exemplaires et bien Gogol fuit à nouveau la Russie. Vous avez ici la couverture de l'édition de 1842.
Il reprend ses habituelles pérégrinations, traînant encore sa maladie, probablement mentale, publiant assez peu, puisqu'en effet, à partir de 1842, l'auteur est psychiquement déstabilisé, déprimé, en mauvaise santé, porté par des élans mystiques, il ira jusque Jérusalem sans y trouver le salut, et il suit une évolution fondamentalement réactionnaire, peut-être pas, mais en tout cas moralisatrice, disons, ce qui lui éloigne la plupart de ses anciennes amitiés. Il retourne en Russie finalement en 1848, sombre dans une foi quelque peu exubérante, brûle ses manuscrits des suites des âmes mortes en cours de rédaction en un autodafé expiatoire, emprunte la voie de l'orthodoxie et de la noblesse, s'aliène une grande partie de ses relations restantes en reniant son œuvre, puis se laisse ensuite mourir, refusant la nourriture et les soins, et il décède le 21 février 1852 à moins de 43 ans. Bon, très clairement, il était devenu psychologiquement très instable. Vous avez ici son masque mortuaire. Alors nous ne trancherons pas le débat sur sa nationalité, il est un écrivain ukrainien de nationalité russe, peu importe vu de France, qui en revendique l'héritage. Il est aussi un homme très difficile à cerner, d'autant plus qu'il réécrira ses œuvres en de nombreuses occasions. Ce qui est certain est qu'il est un écrivain absolument fondamental du temps, au même titre que Pouchkine et Lermontov dans cette période. Ces derniers sont morts un petit peu avant, enfin même une décennie avant, 1837 pour Pouchkine et 1841 pour Lermontov. Mais ils sont des figures, et lui parmi les autres, des figures de cette littérature russe naissante du 19e, et qui inspirera nombre de ses successeurs jusqu'au Maître et Marguerite dont nous avions parlé l'an dernier. Quel contexte donc pour ces âmes mortes ? Eh bien, le contexte est celui de la Russie absolutiste de Nicolas Ier, la Russie puissance autocratique du temps, la Russie qui a vaincu Napoléon, ça n'est pas si loin, mais dont on commence aussi à apercevoir certaines fissures. Le roman a une base simple, le système des âmes, le mot désignant les serfs mâles, les serfs avec un S bien entendu, valeur mobilière échangeable sur laquelle se basait l'impôt foncier. Le recensement de ces âmes n'étant fait que tous les 5 ans, eh bien l'impôt dû par les propriétaires comptait un important nombre de serfs décédés dans ce laps de temps, sur lesquels les propriétaires continuaient de payer une somme par tête. En l'occurrence de ce que j'ai lu, il y eut même 20 ans entre le 7e recensement de 1815 et le 8e recensement de 1835. Au temps de Nicolas Ier, donc, que vous voyez ici, bien attifé. Le livre se déroulant, lui, vers 1820 sous Alexandre Ier, mais bon, pour ce que ça change, pas grand-chose. Ce système absurde, dicté néanmoins par les contingences administratives du temps, on fait ce que l'on peut, on ne comptait pas non plus les naissances pour équilibrer la chose, eh bien, ce système, il avait donné l'idée d'une entourloupe à des petits malins. Ils achetaient d'abord des âmes mortes à prix minime, voire se les faisaient céder pour le plus grand bénéfice des propriétaires qui étaient ainsi dégrevés de l'impôt correspondant. Ils les plaçaient ensuite, fictivement évidemment, sur un terrain réel, si possible acheté à vil prix, et finalement ils hypothéquaient le tout auprès du crédit foncier pour la valeur d'une propriété comptant des centaines d'âmes vivantes. Libre à eux ensuite de disposer de la somme comme ils l'entendaient et surtout sans doute de fuir le pays. Mais ça n'est pas le seul propos du livre. Ceci n'est que la trame qui est choisie. Dès son titre, l'œuvre devait troubler la censure et le public. L'âme ne peut pas mourir, c'est un blasphème, et si l'on parlait du simple servage, alors ça ne pouvait pas forcément être mieux vu. Gogol put malgré tout publier son œuvre en 1842 au prix de quelques corrections, et l'ambition réelle du livre est donnée par l'auteur lui-même que je cite « Je voudrais, dans ce roman, montrer, fût-ce d'un seul côté, toute la Russie ». C'est donc le roman d'un homme qui veut produire sa grande œuvre, qui ne sera plus une comédie seulement, mais un poème global pour la nation, avec comme but de servir l'État, mais tout en conservant des aspects de la comédie. Et c'est donc, en 1842, la première partie d'un travail de plus de 5 ans qui était publié, et un triptyque qui ne verra jamais le jour, puisque la suite, on l'avait dit, sera entièrement brûlée en 2 occasions par l'auteur, et que l'on ne retrouvera que des fragments qui constituent la seconde partie qui est généralement ajoutée en appendice des éditions modernes. Alors pourquoi cet autodafé ? Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il que nous avons ici une aventure en parodie, qui recèle tous les événements travestis de l'aventure,
tout en défaut pour livrer la satire de la Russie de l'époque, satire volontaire ou non, nous allons en reparler, notamment des fonctionnaires, mais aussi au moins en fond du servage, et tous les propriétaires sont raillés, oisifs, inutiles, et leur indifférence aux âmes mortes n'est que le reflet de celle qu'ils ont pour les âmes vivantes. Mais l'on aurait tort de croire à une simple satire facile, le but de l'auteur n'est pas que de moquer, mais aussi d'édifier. Nous suivrons un étrange héros, Tchitchikov, qui n'est un héros que parce que le narrateur lui en accorde le titre, et c'est lui que l'on suit. Il est un aventurier de la richesse, introduit tard dans l'œuvre sous l'aspect biographique, même pour ainsi dire à la toute fin, laissant planer le doute sur ses intentions, mais qui finalement n'impacte rien ni n'entraîne personne dans son aventure. Il est au-dessus de tous, tout en n'étant rien lui-même, je cite, ni beau, ni laid, ni gros, ni maigre, pas vieux, sans être jeune, un homme à la passion d'acquérir, mais jamais un héros vertueux. Un homme dont les actions ne mènent à rien, et finalement, je cite à nouveau, une de ces natures froides, mesquines, basses, que nous rencontrons à chaque pas, tous les jours. Est-il simplement un petit escroc? Est-il un représentant patenté de la bourgeoisie montante? Il est noble. Dans ce cas, est-il un noble du temps tourné vers le capitalisme agraire? C'est-à-dire, in fine, il est un petit peu de tout ça, et il est plus qu'un homme, il est un aspect fait homme du développement contemporain de la Russie, alors que le désir d'argent et de confort se répand. Finalement, il est même un archétype devant pousser le lecteur à s'interroger sur la part de Tchitchikov que nous avons en nous. Alors, que faire d'âmes mortes? C'est ce que nous allons voir dans cette histoire. Et vous avez ici le manuscrit des âmes mortes, comment dirais-je, illustré par Marc Chagall, peintre, comme vous le savez ou pas, d'origine juive et russe, illustré de façon absolument abominable, mais illustré tout de même. Commençons notre récit par l'arrivée d'un voyageur inconnu dans une ville de province et leurs éternelles auberges. Seul et étrangeté, les questions de cet homme sont fort précises sur, disons, la situation des éminences sociales du lieu et les épidémies récentes. Voilà ce que l'on peut lire de la présentation de l'homme, Pavel Ivanovitch Tchitchikov, conseiller de collège, propriétaire foncier, voyage pour affaires. Visite de la ville et de ses hauts fonctionnaires s'ensuit, notre homme semble vouloir la connaître bien, la posséder en lui, cette ville, et flatter les puissants. Mais qui est-il, ce Tchitchikov? Eh bien, pour le moment, nous nous contenterons de dire ce que lui nous livre. Il n'était qu'un pauvre ver de terre, indigne qu'on s'occupât de lui. Il avait subi de nombreuses épreuves ici-bas, ayant toujours lutté pour la vérité, se faisant de nombreux ennemis qui en avaient voulu à sa vie. Il est pourtant, dans cette ville de province, un homme considérable, un invité mondain dont l'on ne peut qu'à la limite noter l'attrait pour les hommes ventrus portant au corps leur réussite, surtout lorsqu'ils sont propriétaires fonciers. Mais en tout cas, personne ne saurait prendre en défaut sa parfaite correction. Néanmoins, je cite, « Cette opinion flatteuse de notre héros dura jusqu'au jour où un projet étrange qu'il avait conçu provoqua une stupéfaction générale dans la ville. » Et puisque projet il y a, eh bien, il faut le raconter. Rendons d'abord visite au propriétaire Manilov, un homme ni comme ci ni comme ça. Je cite, « En le voyant, on disait tout d'abord « Quel homme bon et agréable !» La minute suivante, on ne disait plus rien, et à la troisième, on s'écriait « Seul le diable sait ce qu'il vaut. » Un homme vide, ce n'est rien encore, seulement un des habituels Oblomov de la Russie. Dans son cabinet de travail se trouvait un livre toujours marqué à la 14e page qu'il lisait depuis 2 ans. Épargnons-nous, bien que ce soit le sel de l'œuvre, les cocasses descriptions et entrons dans le vif du sujet et des affaires. Mais alors, quel est l'objet de cette sérieuse discussion? Eh bien, Tchitchikov le dit, « Je veux posséder les morts, qui d'après le dernier recensement sont encore considérés comme vivants. » Voilà qui est bien incongru, mais Manilov n'est pas un homme à refuser, ce serait bien trop fatigant, le chemin peut donc continuer.
Un détour chez une bonne vieille propriétaire nous permet d'explorer avec notre héros l'éternel Russie, sa grandeur et sa petitesse, mais tant que l'on possède des âmes, on intéresse Tchitchikov, et ni pire ni meilleur que les autres sont tous ses propriétaires. Voilà que l'on croise ensuite Nosdrev à l'auberge, le joueur. C'est lui la vie la plus entière, autre modèle d'inconséquence chez un propriétaire, mais lui aussi est un propriétaire avec lequel traiter. Je cite. Le caractère de Nosdrev est déjà quelque peu connu au lecteur. Ces gens-là se rencontrent partout, ce sont les débrouillards, ils passent à l'école pour de bons camarades, ce qui ne les empêche pas d'être souvent battus. Leur visage a quelque chose d'ouvert, de franc, d'audacieux, ils lient rapidement connaissance et on a à peine le temps de dire ouf que déjà ils vous tutoient. L'amitié qu'ils vous témoignent semble être éternelle, mais il arrive toujours que le soir même, une querelle éclate. Ce sont des bavards, des noceurs, des gens qui à 35 ans, tels Nosdrev, sont aussi enfants qu'à 18 ou 20 ans. Il est le joueur donc, et le tricheur aussi, le turbulent et le capricieux, et le propriétaire inconséquent, menteur maladif. Une fripouille donc, mais deux fripouilles ne peuvent se croiser sans rire, comme si l'on transforme le proverbe, ou en tout cas ne peuvent se croiser sans se quereller. Une erreur donc que de se confier à un escroc quand on en est un soi-même. Mais plus encore que cela, une erreur que de refuser le jeu à un obsédé, et Tchitchikov échappe de peu à la rosée. Il en est quitte pour une belle frayeur et peut continuer son chemin. Notre héros peut aussi rêver aux sentiments, à la dot et aux héritiers, il est avant tout un homme en mission et elle n'est pas achevée. Et d'ailleurs nous voilà chez le prochain propriétaire, Sobakievitch. Il y a beaucoup de têtes dans le monde que la nature semble avoir formées à la hâte, sans effort, sans employer de lime, de ciseaux, de vilebrequins et autres instruments de ce genre. Pour Sobakievitch, elle semblait avoir taillé la matière à coups de hache, 2 coups pour le nez, 1 pour les lèvres, une vrille avait percé les yeux et la nature satisfaite, sans rien fignoler, raffinée, avait poussé ce cri « Il vit ». Un ours donc passant son temps à médire sur le compte des autres, mais représentant un autre type de pêcheur, le glouton aussi en affaires bien entendu, sensible seulement au prix que l'âme se paye. Déplaçons-nous maintenant chez le dernier des propriétaires, chez l'avare Pliouchkine et son village d'Izba pourri. Si Tchitchikov avait rencontré cet homme à la porte de quelque église, il lui eût glissé un kopek dans la main car notre héros possédait un cœur charitable et il ne pouvait jamais passer près d'un mendiant sans lui faire l'aumône. Que faisait Pliouchkine de toutes ces richesses accumulées ? Il en possédait plus qu'il n'en fallait pour 2 autres domaines comme le sien et cependant elles ne lui suffisaient pas. Et chaque jour, il traversait et retraversait les rues de son village, regardait sous les ponts, sous le tas d'ordures et rapportait chez lui pour les jeter dans les coins poussiéreux de sa chambre de débarras, de vieilles semelles, des chiffons, des clous, des tessons de peau, tout ce qui lui tombait sous la main. Pliouchkine est un homme devenu seul, un homme devenu fou, mais surtout un pingre. La vieillesse est sévère et impitoyable, elle ne rend rien, ne laisse rien reprendre, mais au moins fait-on de faciles tractations avec ses fantômes. Il faut maintenant se présenter au tribunal pour enregistrer les actes de vente. Visite aux fonctionnaires, corruption, amis bien placés, tout ce qu'il faut pour qu'un pays tourne comme il se doit. Transaction conclue et l'on pourrait alors penser que l'aventure sera fructueuse pour notre héros et sa situation. Mais bientôt, ce petit achat devra faire parler de lui. Et même avant cela, un mensonge non encore révélé n'empêche pas les gens de livrer leur opinion et de construire des théories sur des bases fausses. Il n'empêche qu'avoir une opinion, c'est déjà dangereusement s'intéresser à son projet. Cela a pourtant d'agréables effets que d'être dit riche. Les hommes sont vos amis, les femmes vous trouvent soudainement intéressant. Je cite l'auteur. Le millionnaire a ce privilège de pouvoir contempler la bassesse désintéressée, pure, sans arrière-pensée. Beaucoup savent qu'ils n'ont rien à espérer de ce Richard, n'ayant pas de droit à cet espoir, et cependant ils se précipiteront au-devant de lui, souriront, se découvriront respectueusement, s'efforçant ensuite de se faire inviter à dîner avec lui. Vraiment très intéressant que d'être vu comme riche, même trop intéressant pour un Tchitchikov qui semble maintenant porter toute son attention à la fille du gouverneur. L'hubris toujours. Pourtant, notre héros reste ce qu'il est. Nous ne pourrions dire avec certitude que notre héros fut amoureux. Il est même douteux que des hommes comme lui, ni trop gros ni trop maigres, soient capables d'un sentiment pareil.
Et il y a, c'est vrai, parfois des risques, parfois des lassitudes à traiter avec les hommes. Mais snober les femmes au profit d'une autre est par contre tout à fait suicidaire pour l'homme qui a des projets. Une colère justifiée à tout point de vue se peignit sur les visages. Tchitchikov jouissait du prestige de ses millions, de son air noble et guerrier, mais il est des choses que les femmes ne pardonnent jamais, et l'homme est irrévocablement perdu. C'était déjà donc un premier coup, mais croiser Nosdrev et ses révélations publiques sur l'achat d'âmes mortes, voilà qui est l'estocade. Et le bruit se répand. Les ondes s'étendent, la réalité ne compte plus, plus besoin même de comprendre quoi que ce soit à l'affaire. La ville fut divisée. Deux opinions se répandirent, celle des hommes, celle des femmes. Le parti masculin, le plus stupide, ne s'intéressa qu'aux âmes mortes. Le parti féminin ne s'occupa que de l'enlèvement de la fille du gouverneur. Après tout, lorsque l'on passe son temps à mentir, il ne faut pas s'étonner que toute sa vie et les opinions que les autres en tirent ne deviennent que des mensonges, à notre détriment bien sûr cette fois. On parla de Tchitchikov dans des maisons où on ne l'avait jamais vu, en ajoutant bien d'autres inventions. Mais chez les hommes, ce qui compte, en tout cas, point de romantisme, c'est la peur du fonctionnaire qui domine. Les âmes mortes deviennent la formule magique de toutes les bassesses commises, de toutes les erreurs, de tous les fantômes qu'on conjure, surtout lorsqu'un nouveau gouverneur est nommé. Je cite l'auteur. Et il arriva comme un fait exprès que le gouverneur reçut 2 documents au moment même où tous les fonctionnaires étaient les plus affolés. Le premier disait au gouverneur que, selon des indices et des rapports certains, un monnayeur qui fabriquait de faux assignats se trouvait dans son gouvernement. L'autre document contenait le rapport du gouverneur d'une province voisine parlant de bandits en fuite et demandait qu'on arrêtât tout individu se trouvant sans passeport. Qui était réellement Tchitchikov ? Il ne fabriquait pas de faux assignats et ne ressemblait pas à un bandit. Mais qui était-il ? Et voici que tous les fonctionnaires se posèrent la question qui aurait dû les intéresser dès le premier chapitre de mon poème. Il faudrait donc trancher la question, se réunir pour décider si l'on a en face de soi une franche canaille ou un homme en position de tous les faire tomber. C'est le moment de l'histoire du capitaine Kropotkin qui est un insert de l'auteur qui fut complètement supprimé avant d'être autorisé avec de multiples retouches en transformant la nature, l'histoire de base, intolérable pour le pouvoir, étant celle d'un héros de la guerre patriotique abandonné par l'État. Je passe sur l'histoire du capitaine Kropotkin. Le problème ne change pas grand-chose puisque Tchitchikov serait un bien étrange personnage assimilé, lui qui n'est ni manchot ni unijambiste, et il n'est pas non plus Bonaparte déguisé malgré les suppositions de certains. Tous sont affolés donc. Notre héros, lui, malade, ignore tout des suppositions en cours et des bruits qui mettent la ville sans dessus-dessous. Pourtant déjà, quand il est en mesure d'en parcourir les rues à nouveau, soit on ne le reçoit plus, soit la gêne s'installe. C'est bien entendu Nosdrev, l'homme par qui le scandale arrive, qui viendra lui raconter la chose, épouvantant un Tchitchikov qui se prépare à quitter la ville. Ce qu'il parviendra à faire, moment choisi par l'auteur pour nous dresser sa biographie. Un homme de petite noblesse, d'enfance pauvre et aux dernières paroles paternelles claires, l'argent ne te trahira jamais, avec l'argent on peut tout, on réussit tout. Déjà enfant, il est sur la voie qu'il suivra toujours, ordonné, zélé, servile, maligne, dévoué à l'argent, élève exemplaire et individu misérable. Je ne puis dire cependant que notre héros soit dur, manque de cœur à ce point et ne manifeste jamais ni bonté ni compassion. Il sentait les choses, ne demandait pas mieux que d'aider son prochain, mais il ne fallait pas que le don dépassât une certaine somme. À force de manœuvres et de subtilité, d'audace et d'amabilité, il sut se faire une place d'abord propice aux pots de vin, même si, comme on le sait en Russie ou ailleurs, comme le dit l'auteur, les chefs sont tous des honnêtes gens, seuls les secrétaires et les commis se conduisent en fripouille. Notre homme commencera pourtant à perdre de sa tempérance au fil du temps et il n'y aura pas loin du Capitole à la roche tarpéienne. Rien qui ne puisse entamer Tchitchikov toutefois, qui décida de recommencer une carrière, de s'armer à nouveau de patience, d'accepter de nouvelles privations. Et il devint ensuite douanier, et il faut le reconnaître, et il semblait être né douanier. Comme d'habitude, Tchitchikov saura y montrer le désintéressement nécessaire pour obtenir un poste intéressant pour les gens intéressés. La vie étant une boucle, c'est au moment de sa nouvelle déchéance que nous croisons finalement notre héros et que commence l'œuvre qui nous a occupés jusqu'à présent. Je cite l'auteur.
Certes, il perdit son capital, tous les riches bibelots qui lui venaient de l'étranger, mais il possédait encore 10 000 roubles qu'il avait gardés pour les jours noirs. Et donc au moins apprend-on la genèse de son étrange projet. Nous en finirons là. Je conclus avec l'auteur. Le lecteur sait comment eurent lieu les premiers achats de Tchitchikov. Nous verrons par la suite ce qui attend désormais notre héros, ses succès, ses échecs et la manière dont il triomphera des obstacles les plus scabreux. Eh bien, nous ne le verrons pas puisque nous nous arrêterons là et ne parlerons eh bien, que succinctement des 125 pages qui constituent la seconde partie, dont certains chapitres sont incomplets en sus. Notre auteur est bien conscient d'avoir pu froisser des susceptibilités. Je le cite, « Cependant, qui, parmi vous, oserait en se recueillant dans le silence se demander avec l'humilité du chrétien, ne posséderais-je pas en moi quelque chose de Tchitchikov ?» Tout juste peut-on dire que le début de la seconde partie annonce terriblement, presque de façon effrayante, le blomovisme, ou le blomovchina, et il y a fort peu de chances que Goncharov en ait eu connaissance. La littérature, c'est tout simplement capter et traduire l'air d'un temps, peu importe qui en sera le porte-plume. Nous retrouvons dans cette seconde partie un Tchitchikov peut-être vieilli, peut-être appauvri, mais encore plus sûr de lui, toujours plus plein de tact, louvoyant, poursuivant les mêmes rêves. Néanmoins, il est certain que l'on ressent dans cette partie de l'œuvre quelque chose de différent. La satire est la même, mais l'on dirait que les cibles ont changé. C'est à la fois tout à fait visible et perceptible par certains personnages, mais il y a aussi quelque chose de plus diffus, d'indéfinissable, un même héros autour duquel le monde aurait changé, en tout cas selon l'auteur. Ceci étant, Gogol n'a pas brûlé son œuvre 2 fois pour rien. Cette seconde partie est d'un intérêt limité, non littéraire, mais disons pour la connaissance de l'œuvre et de son esprit et on va dire de son importance. Elle se finit de façon similaire par la fuite de la ville pour notre héros, et je pense que l'on peut résumer en une phrase cette seconde partie beaucoup moins légère, qui, si je me souviens bien, est même la dernière. Il s'agit de sauver notre patrie. Elle ne meurt pas sous les coups d'une invasion de 20 peuples ennemis, ce sont nos crimes qui la tuent. Très sincèrement, cette seconde partie relève d'un tel changement de ton, de destination, qu'il me semble que c'est le premier exemple qui m'était venu à l'esprit, et puisque bon, l'auteur est bien entendu douteux, mais puisqu'on l'attribue au même Aède, il y a quelque chose de l'Iliade et l'Odyssée. C'est très difficile de valablement apprécier deux œuvres si dissemblables pour les mêmes raisons. La seconde partie est beaucoup plus édifiante, c'est plus marqué, elle est beaucoup plus conservatrice, elle est même parfois assez ridicule. Très clairement, l'auteur n'a pas trouvé le ton juste pour accorder son histoire et ses nouveaux sentiments, d'où sans doute le fait qu'il ait brûlé 2 fois son œuvre. Alors néanmoins, pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé? Permettez-moi juste de boire un tout petit coup. Eh bien, comme on l'a dit, le roman devait être une épopée en 3 parties, idée germante et s'affinante au fur et à mesure de la dérive mystique de Gogol et de son propre souhait de perfectionnement moral. On a pu lier ce projet avec la Divine Comédie, autre poésie et comédie en 3 degrés, que vous retrouverez sur la chaîne, bien entendu, pour ceux que ça intéresse. Cheminement qui reflète d'abord le parcours parmi les propriétaires dans une descente toujours plus profonde en enfer et au fil des péchés qu'il représente. Un projet qui n'a jamais abouti et qui a donc échoué à, au fil de l'évolution de l'auteur et des buts qu'il s'était attribués, sauver moralement la Russie comme il se sauvait lui-même en la guidant bien vers le paradis, telle Béatrice guidant Dante. Mais toujours est-il que ce sont les âmes mortes qui ont fait de lui l'un des plus grands romanciers russes. Nous sortons tous du manteau de Gogol, dira Dostoïevski. Il convient par ailleurs de noter sur l'objet que la traduction de 2009 de Garnier-Flammarion que je possède, d'après ce que j'ai lu, semble être assez appauvrie et un petit peu synthétisée par rapport à toutes les autres, mais je ne peux pas vous le garantir puisque je n'ai pas eu les autres entre les mains. L'œuvre est, de facto, un miroir de la Russie du temps, du servage, de la décadence morale et spirituelle qui aurait dû être solutionnée dans les parties suivantes sans que n'y parvienne l'auteur. Il y a une volonté certaine de Gogol qui ensuite fut interprétée de toutes les façons, à toutes les époques, entre artistes réformateurs, penseurs conservateurs, et c'est là aussi tout son intérêt. Il est l'un des auteurs les plus analysés et suranalysés, dont le message change tous les 30 ans selon le régime et l'époque.
Je cite. Tel n'est point le sort de l'écrivain qui ose étaler ce que des yeux indifférents ne voient jamais, toute la vase écœurante, horrible des misères de la vie, tout l'abîme de ces natures froides, mesquines, basses que nous rencontrons à chaque pas, chaque jour. Ce poète impitoyable met en relief et décrit puissamment cette réalité afin que tous la connaissent. Une œuvre susceptible de toutes les interprétations donc, et qui les eut toutes, servage, bureaucratie, imaginaire, querelle entre interprétation réaliste ou poésie de l'épique, portée sociale ou portée tragique, apparition du réalisme magique, chaque écrivain, chaque critique a eu son interprétation, ce qui est aussi la force de la comédie autant que celle du fantastique, qui sont les deux cariatides de son œuvre, je pense qu'on peut le dire, deux forces qui brouillent souvent les pistes. Il est évident, à mon sens, que dresser un état des lieux de la Russie et rire de l'injustice des hommes ne sont pas des projets fondamentalement exclusifs par nature. En tout cas, toutes ces analyses ont été plus tardives. Le roman a été d'abord circonscrit à une critique sociale de la Russie du temps et de ses tares, la corruption, l'ignorance, l'oisiveté. Critique il y a, c'est évident, et qu'elle fut involontaire, on va y venir, n'y change rien. Je ne saurais, moi, être aussi savant que tous ces doctes analystes, Gogol étant en plus un homme qui, au fil de sa vie, ne va pas manquer de contradictions. J'y vois seulement une opportunité offerte, un thème propice, le servage, poussé à l'absurde par un émissaire bien trop humain, et permettant de construire une comédie de mœurs sur la Russie du temps de l'auteur, comédie ayant peut-être pour but de devenir la grande œuvre russe, dépeignant tous ses travers, du plus prosaïque comme la corruption jusqu'au plus spirituel, l'âme russe vivante ou morte. Est-ce que cela est atteint ? Là encore, il me paraît difficile d'y répondre à mon échelle. Je ne crois pas toutefois qu'il faille en réduire la réussite dans le sens où Gogol est formateur de tout le roman russe à venir, et ce dernier aura un poids immense, comme on le sait, dans le futur du pays, on en a déjà beaucoup parlé. C'est le tableau de la Russie d'un homme qui est écrit en dehors de la Russie, partagé entre description réaliste et mission morale, incompréhension et succès public, pour le réviseur comme pour les âmes mortes d'ailleurs. Et je serais plus tenant, avec mes limites intellectuelles bien connues, de l'optique d'une œuvre réaliste sans savoir si elle est ou non militante, tout en ayant parfaitement conscience de la large part de poésie que laisse l'auteur. Je ne pense pas que l'ironie et l'humour empêchent les grandes visées, ni que les personnages ne soient que des marionnettes au service d'un message. En fait, cette farce montre surtout, à la lecture superficielle qui est réservée à nous autres, les hommes du commun, que les âmes mortes, ce sont celles de ces propriétaires stupides et veules, et des fonctionnaires idiots et véreux. C'est aussi le héros, c'est aussi nous. Seule l'âme de la Russie est vivante, malgré le tableau qui en est fait, et c'est de toute façon le projet principal de l'auteur. C'est toute une dénonciation de la médiocrité humaine qui s'étale en fait, et je crois que c'est la lecture la plus facile du roman. C'est d'ailleurs, semble-t-il, l'interprétation qu'en faisait l'auteur avant de basculer bien dans cette vision de l'enfer sur Terre. Moi je trouve assez visible le ressort comique et l'âme morte comme élément partagé par les morts et les vivants, mais chacun se fera son idée. Parce que n'allez pas croire non plus que tout cela est trop sérieux pour vous, tout en philosophie, tout en métaphysique sur l'âme. Gogol est un maître de l'humour, c'est pourquoi d'ailleurs Pouchkine lui abandonna les idées du révisor et des âmes mortes. Alors humour russe de 1840, hein, vous n'allez pas non plus vous taper sur les cuisses, ça n'est pas du stand-up. Mais c'est une part et une composante importante de l'œuvre et qui facilite la lecture. Tchitchikov, le personnage, ce héros, est un peureux, un escroc au grand plan mais à la petite envergure et dont le masque tombe à la première contradiction. Il est un séducteur médiocre aussi, il est un homme qui perd ses moyens en toutes circonstances, il est un homme qui dit avoir souffert pour la vérité, mais Tchitchikov oublie simplement de préciser que la vérité a toujours été contre lui. Je cite. Donc, je n'ai pas voulu prendre un homme vertueux pour héros. Il est temps que les bienfaiteurs de l'humanité se reposent. Il n'y a pas un écrivain qui ne chevauche sur l'homme vertueux en le fouettant, l'éprenant, si bien que la vertu a été étouffée, tuée, que son ombre même a disparu. On parle de l'homme vertueux avec hypocrisie, on ne respecte pas l'homme vertueux, il est temps d'évoquer les hommes lâches, servons-nous des hommes lâches. Il a donc vraiment tout du médiocre jusqu'au but, et pourtant la force de l'œuvre est de nous faire souhaiter sa réussite face à des gens encore plus médiocres que lui. Vous avez Tchitchikov, dessiné par un illustrateur du 19e, Boklevski, peu importe. En fait,
Eh bien, Tchitchikov est aussi un modèle de travail, de tempérance, de résilience et d'abnégation, probablement avare, surtout économe, filou, menteur, tout ce que l'on veut, mais il n'est qu'un des modèles de l'ambition dans le cadre que celle-ci prend dans la Russie du temps. Tout juste peut-on critiquer la vie de plaisir qui est la destination au service de laquelle cette ambition est mise en branle. Il reste un médiocre avant tout, il n'y a pas de grandes ambitions spirituelles derrière tout cela, mais son abnégation et son volontarisme restent une forme d'héroïsme et d'aventure. On peut persévérer et être le héros de l'étriqué et du petit mal. Je cite l'auteur. Et certes, nous rendons justice à la force de caractère si rare de Tchitchikov, aucune de ces tempêtes n'avait ni refroidi, ni calmé notre héros, et la passion qui brûlait toujours en lui ne s'éteignait pas. Il est un anti-héros peut-être, mais un héros quand même. Ne se dit-il pas, je le cite, ce qu'il y a de certain, c'est que sans ce capitaine, je ne serais plus de ce monde, j'aurais disparu comme une bulle d'air dans l'eau sans laisser de traces, sans hériter, sans léguer à mes futurs enfants une fortune et un nom honorable. Et Pavel Ivanovitch, on le sait, pensait beaucoup à sa descendance. Problème émouvant. Qui donc manifesterait constance et volonté dans la poursuite des affaires si la question des enfants, de leur avenir, ne se posait pas? Il garde donc tout de même un objectif, un sens dans sa quête. Peut-être est-ce un désir réel, peut-être est-ce seulement un mensonge de sa conscience. D'enfant, il n'a pas, et de toute façon, l'œuvre est inachevée. Laissons donc Gogol trancher. Il ne possède ni perfection ni vertu, cette cause est entendue. Qui est-il donc? Une fripouille? Pourquoi une fripouille? Pourquoi cette sévérité à l'égard d'autrui? Il n'y a pas de fripouille en Russie à notre époque. Nous ne connaissons que des gens aimables, de bonne foi. Il est plus juste d'appeler Pavel Ivanovitch l'acquéreur. L'acquisition demeure la raison d'être de tout, elle est à l'origine de toutes les opérations que le monde qualifie de pas très propres. Je vous encourage vivement à le lire, c'est un livre assez immense, par ailleurs je peux comprendre qu'il puisse désarçonner par certains vides dans les moyens et la fin, je peux comprendre qu'il puisse déstabiliser les amateurs de romans formalistes par la comédie satirique, qui ne parvient pas à se dépêtrer totalement de son sérieux, par un aspect théâtral, par l'absence de conclusion surtout, encore une fois qu'il en manque de partie, et que eh bien, du coup l'auteur ne parviendra jamais à racheter son héros, tout simplement parce que l'auteur ne correspondait plus mentalement et psychologiquement à l'œuvre, et peut-être que l'auteur n'a jamais réussi à correspondre à son œuvre. Avec en plus, effectivement, un héros qui a plus de défauts que de qualités, sans être détestable, un entre-deux qui le rend tout juste médiocre face à des médiocres encore pires que lui, parce que sans but. Un roman interprété de multiples façons peut aussi être interprété comme un roman qui n'a pas su livrer sa clé, comme un réviseur auquel il peut être assimilé dans son intrigue. Peut-être qu'on en parlera un jour. C'est d'ailleurs un signe que l'auteur estima que chacun de ses succès fut mal compris, autant d'ailleurs que ses autodafés ultérieurs. Il peut sembler ce livre caricatural, trop extravagant, mais lisez-le et pensez ensuite ce que vous voulez. Mais lisez-le quand même, lui ou un autre, parce que Gogol est un immense écrivain et qu'avec lui, on ne s'ennuie pas. Comme d'habitude, terminons par une phrase et une note. La note sera bien entendu de Gogolgotha sur 10. Et la phrase, je vous la cite, « On a beau faire avec un bœuf, on n'en tirera pas une goutte de lait ». Voilà pour ce soir. Voilà, nous en terminons avec Les âmes mortes, sans doute le chef-d'œuvre de Gogol, chef-d'œuvre non terminé. Alors moi je n'ai lu de lui que Le Révisor et les Nouvelles de Saint-Pétersbourg. Le livre est sans doute supérieur et plus abouti que Le Révisor auquel il ressemble quelque peu, qui est en fait un espèce de gigantesque quiproquo sur un homme qui arrive dans une ville et passe pour un fonctionnaire qui va, comment dirais-je, juger et noter les administrateurs du lieu. Donc tout est en quiproquo, et puis Les Nouvelles de Saint-Pétersbourg qui s'inscrivent beaucoup plus dans le fantastique. Et que très probablement j'aurai le temps d'évoquer avant la fin de mon activité, si fin il y a. Donc pour le programme de la semaine, en tout cas lisez Les âmes mortes, hein, c'est un très bon moment. Après effectivement il faut apprécier la littérature russe et réussir un peu à s'immerger dans le contexte géographique et temporel.
Pour ce qui est de la semaine, donc mercredi, nous terminons notre tier list des maladies ou épidémies, peu importe le titre. Vendredi, 4e session de Crusader Kings 2 et dimanche, eh bien, nous terminerons cette trilogie russe avec bien un livre fleuve pour faire un petit peu d'humour. Nous parlerons du Don paisible, qui est probablement un de mes livres préférés et qui sera une restitution sans doute très longue avec laquelle je vais prendre mon temps avec grand plaisir, et voilà, je prendrai le temps qu'il faudra pour parcourir ce Don paisible. Voilà, comme d'habitude, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Nous nous retrouvons mercredi. D'ici là, je vous souhaite un excellent début de semaine caniculaire. Hydratez-vous. Et nous nous retrouvons mercredi pour évoquer la fin de ces maladies et épidémies. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Bonne fin de soirée à tous. Bon début de semaine.